Il y a plus de 3000 ans que ce pharaon repose en paix. C'est Ramsès II. L'Égypte a connu de nombreux rois, mais ils ne sont que 2 à avoir régné plus de 50 ans. L'Égypte antique est depuis longtemps ensevelie sous les sables, mais elle reste dans nos mémoires. Qui était exactement Ramsès II? Pourquoi a-t-il fait bâtir plus de monuments à sa gloire qu'aucun autre pharaon? Est-ce lui qui est responsable de l'exode des Juifs hors d'Égypte? Quel père était cet homme qui a eu plus de 90 enfants? Quelle est la relation entre la sensationnelle découverte en 1990 de la tombe KV5 et ce pharaon insaisissable? Beaucoup de questions restent sans réponse, mais une chose est certaine. Cet homme mystérieux était connu par son peuple sous le nom de Ramsès II et l'est aujourd'hui sous celui de Ramsès le Grand. L'accession au pouvoir. Son règne commence en 1920 avant Jésus-Christ, au cours d'une période qu'on appelle le Nouvel Empire, un moment où le pays est bien établi. Les hiéroglyphes sont utilisés depuis bien longtemps. La pyramide de Gizeh a déjà 1000 ans. Et cette religion aux dieux étranges s'est répandue parmi une population qui croit sans faille à la vie après la mort. Il y a eu de nombreux pharaons avant Ramsès, et il y en aura beaucoup après. Mais bien peu régneront aussi longtemps sur l'Égypte. Pendant près de 67 ans, la présence de Ramsès va s'imposer dans tous les domaines de la civilisation. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, Ramsès n'a pas de sang royal. Sa famille appartient à l'armée égyptienne. Mais quand son grand-père devient pharaon sous le nom de Ramsès Ier, succédant à Horemheb, mort sans enfant, le jeune Ramsès, futur Ramsès II, est destiné à s'asseoir un jour sur le trône d'Égypte. En 136 avant Jésus-Christ, Horemheb meurt, laissant le royaume à Ramsès Ier. C'est ainsi que commence la 19e dynastie. C'est une époque prospère de l'histoire égyptienne, qu'on appelle civilisation de l'âge d'or. Les dirigeants essaient de renforcer leur position en maintenant la stabilité à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. Le pays a subi quelques bouleversements importants à travers les âges, et l'un des plus dévastateurs s'est produit au cours de la 18e dynastie. C'est à ce moment-là que la religion unifiée la plus puissante d'Égypte a considérablement changé. Le pharaon Akhénaton avait essayé de renforcer le système de croyance en abandonnant cette multitude de dieux pour n'en garder qu'un seul, Aton. Akhénaton veut montrer sa relation divine avec la déité dans des bas-reliefs comme celui-ci. Aton est représenté ici comme un disque solaire dont les rayons s'achèvent entre les mains du pharaon. Un changement aussi radical dans la religion était problématique pour la population. Ils regrettaient leurs anciennes croyances, mais ne firent pas grand-chose pour arrêter Akhénaton. Il est le pharaon, il a le pouvoir suprême. Mais après sa disparition, les pharaons qui lui succèdent, parmi lesquels le célèbre Toutankhamon, ont beaucoup à faire pour réparer les erreurs funestes d'Akhénaton.
ils essaient de rétablir les nombreux dieux qui veillaient autrefois sur le pays. En 1306 avant Jésus-Christ, Ramsès Ier, comme ses prédécesseurs, commence son règne en s'assurant la fidélité de ses sujets. Il poursuit le retour aux anciennes croyances. En même temps, son fils, Séti, entraîne l'armée dans une reconquête des territoires perdus par négligence. Bientôt, l'Empire d'Égypte est entièrement reconstruit et, à travers cette résurrection, Ramsès II et son père, Séti Ier, prouvent leur capacité à diriger l'État. En 1305 avant Jésus-Christ, après la mort de Ramsès Ier, c'est son fils, Séti Ier, qui devient pharaon. À l'époque, Ramsès II n'a que 9 ans. Mais en tant qu'héritier présomptif, il est déjà éduqué pour sa future fonction. Il apprend à lire, à écrire, étudie la religion et les arts militaires, tout ce qui est indispensable à un pharaon. Comme conduire un attelage et tirer à l'arc. Quand il a 10 ans, son père le nomme général en chef de l'armée égyptienne. Mais ce n'est qu'un titre. L'enfant est destiné à devenir roi. Il est donc important d'assurer sa sécurité. Et tout ce qui pourrait la compromettre, comme une campagne militaire, est exclu. Au cours de la 7e année du règne de Séti, Ramsès reçoit un nouveau titre. Vers l'âge de 14 ans, Ramsès est nommé prince régent, une des fonctions les plus importantes avant celle de co-régent. Séti veut asseoir dès à présent l'autorité de Ramsès auprès de la population égyptienne. Plus tard, Ramsès en fera ainsi le récit. Quand mon père est apparu au peuple, je n'étais qu'un jeune garçon qu'il tenait dans ses bras. Et il a dit, parlant de moi, « Il est apparu comme un roi. J'ai vu sa beauté tant que je suis vivant. Placez la couronne sur sa tête. » C'est ce qu'il a dit de moi, alors qu'il était encore sur terre. Il dirigera le pays, et il commandera au peuple. C'est ce qu'il a dit de moi, tant son amour pour moi était grand. À partir de là, la succession de Séti ne fait plus aucun doute. Ramsès mènerait la vie que mène un roi, et il aurait son harem. Ramsès devait avoir plusieurs épouses pour assurer l'avenir de la 19e dynastie. En tant que futur héritier de la couronne, il se devait d'avoir de nombreux enfants. Et il semble avoir pris cette obligation très au sérieux. Au cours de sa vie, il aurait eu une demi-douzaine d'épouses principales et aussi quelques épouses secondaires, ainsi que de nombreuses concubines. Lors de son avènement, Ramsès avait déjà plus de 10 fils et un certain nombre de filles. Bien sûr, il a d'autres responsabilités que celles d'un jeune père. Il est associé à de nombreuses questions qui touchent le pays. Vers 15 ans, il accompagne son père dans une campagne militaire en Libye. Et 1 an plus tard, il combat sur la frontière avec la Syrie. Quand il a 22 ans, il part en guerre sans l'aide de son père. Les campagnes militaires ne l'occupent que 2 ou 3 mois dans l'année.
Le reste du temps, il supervise la production des matières premières destinées à construire les immenses monuments qui sont devenus emblématiques de l'Égypte antique. C'est sans doute en supervisant l'édification de certains ouvrages, comme le barrage d'Assouan, que son intérêt pour l'architecture s'est développé. Il est ambitieux. Il a construit ce qu'il y a de plus important entre les grandes pyramides et l'époque romaine. Sa mégalomanie s'exprime en ce qu'il veut aller plus loin que tous les autres, mais pas de façon abstraite. Si vous ou moi avions été pharaons d'Égypte, nous aurions construit de splendides temples, et peut-être aurions-nous été tentés de les bâtir de cette taille. Qui sait ? La construction, la stratégie militaire, la paternité font partie des devoirs du pharaon, et Ramsès semble y exceller. Quand son père meurt en 1290 avant Jésus-Christ, il est tout à fait prêt à monter sur le trône. À partir de cet instant, l'Égypte ne va plus jamais être la même. Nous allons voir maintenant comment les responsabilités de Ramsès vont le pousser à devenir un dieu vivant. En 1290 avant Jésus-Christ, le jeune Ramsès est couronné 3e pharaon de la 19e dynastie. On ne connaît pas exactement son âge, car sa date de naissance est restée enfouie dans le passé. Mais les chercheurs estiment qu'il avait un peu plus de 20 ans. Après une dizaine d'années de formation, il est enfin le roi d'Égypte. Son premier acte destiné à affirmer sa suprématie et de bâtir des édifices monumentaux à l'image de son pouvoir absolu. Où que vous alliez, Ramsès est présent, car il a voulu apposer sa marque sur tous les sites importants, comme tous les pharaons. Mais comme il est l'un des derniers, ses ouvrages ont survécu, et du fait de leur importance, mieux que ceux de ses prédécesseurs. Pour beaucoup, il est le plus connu de tous les pharaons, parce qu'il a eu beaucoup plus de temps pour faire parler de lui. Ses statues sont plus nombreuses, et on compte davantage de bas-reliefs dispersés ici et là. Tout, avec lui, est plus grand et plus beau. Les bas-reliefs et les colosses qui portent le sceau de Ramsès dans ce qu'on appelle le cartouche montrent sa détermination à asseoir son autorité sur ces sujets. On commence seulement à imaginer ce que cela pouvait donner quand toutes ces statues étaient érigées en parfait état et qu'elles fixaient les hommes du regard. L'homme du peuple devait éprouver du respect et de la peur en même temps. C'était un roi auquel on ne pouvait désobéir, car la taille et la magnificence de ces statues inspiraient la terreur. Les carrières de pierre étaient la propriété du pharaon, ce qui a permis à Ramsès II d'en tirer aisément les matériaux dont il avait besoin. Pendant près de 67 ans, il a construit plus de monuments qu'aucun autre pharaon sans doute avant lui. Mais l'homme demeure un mystère. L'art et la littérature égyptienne sont essentiellement de la propagande. Nous n'avons donc qu'un point de vue, celui que Ramsès a voulu nous laisser. Nous le connaissons comme un grand bâtisseur, un grand père de famille, un grand guerrier et un grand héros. C'était une superstar pour son peuple. Il fallait qu'il assoie sa position. Il avait le titre de pharaon, mais il ne descendait pas d'une longue lignée. Il devait montrer qu'il était important, puissant, qu'il était aussi grand que ceux qui l'avaient précédé sur le trône d'Égypte. Beaucoup des grands monuments égyptiens datent de cette période du Nouvel Empire.
Comme les pyramides de Gizeh, les temples majestueux sont devenus les symboles de cette civilisation. Les plus impressionnants ont été construits pendant le règne de Ramsès, ainsi celui qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Abou Simbel. C'est le plus grand temple jamais construit en pierre taillée. Les 4 statues assises de Ramsès s'élèvent à 20 mètres de hauteur. Par rapport à l'art égyptien, des ouvrages de cette taille montrent bien la volonté de Ramsès d'apparaître plus grand que tous les bâtisseurs qui l'ont précédé. Et il disperse ses édifices dans tout le pays. On imagine que dans des lieux éloignés comme Abou Simbel, quand quelqu'un naviguait sur le fleuve et arrivait devant ces immenses statues de Ramsès, il ne faisait aucun doute pour lui qu'il était en présence d'un dieu. Dans l'Égypte ancienne, le roi est un être divin. Il est l'intermédiaire entre les dieux et le peuple. Sa fonction essentielle en tant que dieu vivant est de maintenir l'ordre parmi son peuple. Et Ramsès semble prendre son rôle très au sérieux. Derrière les 4 statues, le temple s'enfonce dans la montagne, sur près de 50 mètres. À l'intérieur, 8 visages de Ramsès sculptés à l'image du dieu de la mort, Osiris, gardent une galerie qui mène à la chambre sacrée. Là, on trouve les statues des grands dieux d'Égypte et Ramsès assis parmi eux. Il a rectifié le projet initial et a ajouté son propre visage parmi ceux des dieux. Ramsès le pharaon rend ainsi un culte à Ramsès le dieu. Les autres rois sont devenus des dieux après leur disparition. Ils ont accédé au statut de dieu par d'autres rois où on parlait de leur nature divine, de leur vivant. Mais personne, à ma connaissance, ne l'a fait de façon aussi flagrante que Ramsès. Aujourd'hui encore, on peut voir à travers toute l'Égypte d'innombrables statues de Ramsès. Elles faisaient partie intégrante de la vie quotidienne. Dans l'Antiquité, elles servaient de substitut aux pharaons qui ne pouvaient être vus que par quelques-uns, mais qui étaient vénérés par tous. Il incarnait l'âme de la société et de ses sujets. Il est faux de considérer le pharaon comme un tyran qui opprimait son peuple. Il représentait plutôt ses aspirations et incarnait la société en tant qu'entité divine. Il représente la population avant de représenter les dieux. Si l'Égypte honorait les dieux, ces dieux étaient dans l'obligation de faire le bien de l'Égypte et devaient envoyer de magnifiques crues du Nil, des moissons riches, la prospérité, c'était le but. L'un donne et l'autre donne aussi, c'est tout le principe de la religion égyptienne. Si le peuple est obéissant et honnête, les dieux sont dans l'obligation morale en quelque sorte d'aider leur pays, de le protéger et de lui apporter la prospérité. Le dieu Ramsès II était sans doute considéré comme plus grand que ses sujets. Mais l'homme Ramsès II voulait encore plus qu'être Dieu. Nous allons voir maintenant comment le guerrier Ramsès combat pour son pays et accepte de signer le premier traité de paix de l'histoire universelle. Au cours des 3 premières années de son règne, Ramsès II vit dans le calme. Il se consacre à la construction de grands édifices. Il prend les monuments des pharaons qui l'ont précédé et en fait regraver les hiéroglyphes et les bas-reliefs dans tout le pays. Selon les spécialistes, ces inscriptions apporteraient quelques lumières sur cet homme mystérieux. Il est très difficile de comprendre la personnalité du pharaon.
Certains textes nous laissent penser qu'on s'adressait à lui en tant que général ou généralissime plus que pharaon. Autrement dit, il était un homme comme les autres qui avait à peu près plus de chance, disons, mais dont la nature divine ne provoquait pas toute cette emphase. C'est après 5 ans de règne que Ramsès se met en campagne. En 1286 avant Jésus-Christ, Ramsès se lance dans une expédition destinée à prendre le contrôle total de la côte ouest de la Méditerranée. Et ses efforts sont couronnés de succès. Il revient victorieux à la tête de ses troupes. Il a maintenant le contrôle des 2 rives de la Méditerranée et d'un territoire autrefois sous contrôle égyptien, mais qui avait été perdu au profit du puissant empire hittite. Les Hittites, comme les Égyptiens, avaient des moyens militaires très développés, ce qui en faisait des ennemis de grande valeur. L'invasion conduite par Ramsès provoque de grandes tensions entre les 2 pays. Il suffit d'1 année pour que les 2 grandes puissances soient prêtes à se battre. La confrontation, connue sous le nom de bataille de Kadesh, est un des événements du règne de Ramsès sur lequel nous avons le plus de documents. Tous les pays étrangers tremblaient devant lui, leurs chefs, en apportant leurs tribus et les rebelles, venant témoigner leur hommage à sa force majestueuse et redoutable, ancienne inscription égyptienne. Bien sûr, on parle de lui un peu différemment, mais Ramsès le dieu pharaon est toujours le héros. On ne sait toujours pas qui est celui qui relate ainsi la bataille de Kadesh. Mais heureusement, il y a des documents venant des 2 côtés. Les spécialistes affirment que la vérité se situe entre les 2. Ramsès partage son armée de 20 000 hommes en 4 unités. Dans leur avancée, ils font prisonniers ceux qu'ils considèrent comme des espions. En fait, ce sont des hommes envoyés par les Hittites pour désinformer les Égyptiens. Ils leur disent que les Hittites ne sont pas à moins de 150 km. Ramsès, accordant foi à cette histoire, ne craint pas d'être troublé par l'ennemi et continue vers Kadesh. En installant son camp, il reçoit de terribles nouvelles. Le camp des Hittites est en fait à seulement 4 km de là. Ramsès est fou furieux. L'ennemi se cache derrière la vieille ville de Kadesh. Et ni mes éclaireurs étrangers, ni mes officiers égyptiens n'en savaient rien. Ramsès II. Le reste des troupes de Ramsès est à des kilomètres quand les Hittites attaquent. Mais ils arrivent juste à temps pour sauver leur chef. Nous ne savons pas grand-chose de la suite de l'histoire. 3500 ans plus tard, il est difficile d'être certain de l'enchaînement des événements après l'arrivée des renforts. Mais les spécialistes pensent, après avoir étudié les documents laissés aussi bien par les Hittites que par les Égyptiens, avoir une idée de ce qui s'est passé. Lisons maintenant la description qu'en fait Ramsès. On pourrait penser en effet que c'était la stratégie la plus intelligente et qu'il leur a dit d'attendre et d'arriver juste au bon moment. Nous avons pourtant une version hittite de la même bataille et elle ne dit pas tout à fait la même chose. Je pense que nous pouvons comprendre qu'il s'est jeté tout droit dans la défaite et même vers la mort. Et grâce à son courage, il a été sauvé par ceux qui sont arrivés. Et à partir de là, il a vaincu en quelques heures. Ça y était. Il n'y a pas eu de représailles. Il n'a pas chassé les Hittites. Chacun est rentré chez soi panser ses blessures. Cela a donc été un succès pour les 2 pays. Que le récit de la bataille par Ramsès soit véridique ou non est secondaire. Ce qui est important, c'est la façon dont il se présente aux dieux. En gravant sur les murs de son temple sa version de l'histoire qui exalte son courage,
Il veut prouver aux dieux de l'Égypte qu'il mérite d'être pharaon et d'avoir le pouvoir sur un empire. Même si finalement, Ramsès n'a pu infliger une défaite aux Hittites. Il y avait des militaires très expérimentés sur le trône des Hittites. Et ceux-ci ont dit, écoutez, nous allons faire la paix. Est-ce qu'il n'est pas évident que Ramsès ne va nulle part après 15 ou 20 ans de guerre? Et lui aussi s'est dit finalement qu'il était peut-être un peu trop têtu, que de battre l'Empire hittite ne le mènerait nulle part. Alors il a fait la paix et elle a duré sur plusieurs générations. Cette déclaration de paix se conclut par un mariage. Ramsès II épouse une princesse hittite pour prouver ses bonnes intentions. Mais sa nouvelle épouse ne sera qu'une parmi d'autres. Mais qu'est-ce qui poussait le pharaon dans le lit d'innombrables femmes? Encore de nos jours, on ne peut traverser l'Égypte en ignorant les monuments construits au cours du règne de Ramsès II. Tous ces édifices imposants donnent une idée de son pouvoir. Les inscriptions et les bas-reliefs témoignent de sa détermination à préserver sa civilisation. Et les murs des temples révèlent la fierté qu'il ressent vis-à-vis de ses nombreux enfants. Ramsès avait une immense famille. Je pense qu'il aimait beaucoup la compagnie des femmes. Il avait une vie sexuelle épanouie, à mon avis. C'est une autre façon de voir ce pharaon. Il avait 2 reines en titre à un moment. D'après nos connaissances, on trouve plus de noms de reines auprès de celui de Ramsès qu'auprès de tout autre pharaon. Je le dis avec certitude, il a survécu à de nombreuses d'entre elles. Il en avait une pendant un moment, puis une autre, et puis il poursuivait sa route vers la future. Ramsès II survit à plusieurs de ses concubines et de ses reines. Au cours de sa vie, il a eu plus de 6 épouses principales, mais l'une d'entre elles reste plus célèbre que les autres. C'est Néfertari. D'après différents documents et les inscriptions sur les monuments, Néfertari était la femme préférée de Ramsès. Sa beauté était légendaire. Ramsès lui rend hommage en la faisant connaître à travers tout l'Empire. À Abou Simbel, près du Grand Temple, s'en dresse un plus petit. Il est dédié à la femme bien-aimée de Ramsès et à la déesse égyptienne Hathor Dibjek, son homologue. Néfertari y est immortalisée entre 2 statues du roi. Elle a donné plusieurs fils à Ramsès, mais aucun n'a survécu. Et elle aussi meurt bientôt. C'est au cours de la 24e année de son règne que Ramsès porte le deuil de Néfertari. On voit à quel point il veut honorer sa mémoire en admirant sa dernière demeure de la vallée des Reines. Sa tombe, merveilleusement décorée, se trouve à 40 mètres sous terre. Sa momie a disparu depuis longtemps, mais grâce aux efforts de conservation du département des antiquités égyptiennes et de l'Institut de conservation Getty de Los Angeles, beaucoup des bas-reliefs peints ont pu être restaurés. Selon la religion égyptienne, les différentes scènes qui ornent les murs de la tombe sont nécessaires pour atteindre la vie éternelle. Il est vraisemblable que Ramsès II a voulu assurer à Néfertari son voyage vers l'autre monde, dans l'espoir de l'y retrouver un jour.
Malgré la disparition de son épouse, Ramsès II ne cesse d'accomplir son devoir de pharaon. En tant que roi d'un empire, il est important qu'il continue à procréer pour être sûr d'avoir un fils pour lui succéder. Ramsès était pharaon, après son père et son grand-père, mais avant eux, il y avait eu une période de grands troubles à cause de la succession au trône. Au début de la 19e dynastie, une des raisons pour laquelle Ramsès Ier est désigné, c'est parce qu'il a un fils et un petit-fils, et qu'ainsi, la succession est assurée. Dans l'Antiquité, on préférait avoir de grandes familles à cause du fort taux de mortalité. Un tiers des enfants mouraient. On était donc content d'avoir beaucoup d'enfants. Le pharaon pouvait se le permettre. L'Égypte était riche. Ses enfants pouvaient être logés, nourris, éduqués, gardés. Il avait des tas d'enfants qui pouvaient faire partie ensuite de l'administration ou gagner leur vie dans l'armée, etc. On pense que Ramsès II a eu plus de 90 enfants. Et contrairement aux autres pharaons, il les présente avec fierté sur différents monuments. En les faisant graver dans la pierre, Ramsès ne laisse aucun doute dans l'esprit de ses sujets. La 19e dynastie continuera après sa disparition. Dans le Ramesséum, temple funéraire de Ramsès, on trouve des images de nombre de ses enfants. Et dans les dernières années, certains d'entre eux assistent même leur père dans la gestion de l'Empire. Arrivé au milieu de son règne, il était dans la cinquantaine. Il commence à se faire âgé et pense avoir besoin d'aide. Il a la responsabilité de l'Empire, il dispose bien sûr de tous les fonctionnaires de l'administration publique. Mais il a aussi besoin d'aide pour prendre les décisions morales qui incombent au pharaon. Il donne donc à son fils aîné le titre de fils aîné du roi et le charge de l'aider dans la gestion du pays. Ramsès II continue à administrer le pays pendant presque 67 ans. C'est une époque où l'Égypte et le reste du monde connaissent de nombreux changements. La Chine établit son premier dictionnaire de 40 000 caractères. En Syrie et en Palestine commence l'âge du fer. Les Grecs prennent la ville de Troie. Cette période est associée aussi à l'exode des Juifs, et Ramsès en est souvent tenu pour responsable. Le nom de Ramsès apparaît dans la Bible à 2 reprises. Le pays avait un autre nom au moment où la Genèse a été écrite et où on trouve le nom de Ramsès. Et on parle aussi d'une région plus à l'est où il est mentionné. Mais quand on en arrive à l'Exode, c'est plus précis. Les Hébreux étaient tombés en esclavage. Ils se sont échappés et l'armée de Ramsès les a suivis et tout le monde est sorti d'Égypte. Les spécialistes affirment que la région connue sous le nom de Ramsès, qui se situe à l'est du delta, coïncide parfaitement avec l'endroit mentionné dans d'anciennes inscriptions et sur d'anciens monuments. Nous devons toujours prendre un pari quand il n'est pas mentionné le roi Ramsès, mais uniquement Ramsès. Il n'était pas connu sous ce nom avant son règne, si bien que les personnages cités ne concernent peut-être pas uniquement son règne. On pense que Ramsès était peut-être le pharaon qui régnait au moment de l'Exode. On ne connaît pas encore tout de l'impact considérable qu'eut Ramsès II au cours de son règne, mais nous en savons un peu plus sur l'homme. En 1881 a lieu une découverte passionnante. On découvre une chambre funéraire abritant des momies royales, parmi lesquelles celle de Ramsès II. Dans l'Antiquité, les momies étaient rassemblées par les prêtres dans une seule tombe, pour éviter qu'elles soient pillées par les voleurs. Ce déménagement provoque bien des questions. On dit d'abord qu'il est impossible d'être certain de l'identité des momies. Pour les spécialistes, cependant, il semble évident que les momies qui devaient être sauvegardées étaient celles des puissants monarques de l'Égypte.
Je doute que ce ne soit pas Ramsès. Je pense que c'est lui, pas simplement parce que c'est bien de penser ça, mais parce que je crois que les gens qui vivaient là n'étaient pas idiots. Ils savaient qui ils déplaçaient loin de leur première tombe. Quand ils ont transporté les cercueils, ils ont dû les étiqueter. Certaines ont peut-être été interverties dans l'urgence, mais c'est certainement une exception. Nous savons que le règne de Ramsès a été très long. Or, très peu de momies, à ma connaissance, semblent être aussi âgées que lui. Il y a moins de confusion possible avec la sienne qu'avec d'autres plus anciennes. On pense que Ramsès le Grand a toujours été jeune et vigoureux, qu'il était toujours en train de conquérir de nouveaux territoires. Mais on ne se rend pas compte que lorsqu'il est mort, c'était certainement un vieillard malade. Quand on étudie sa momie, on voit qu'il avait de l'arthrite. Il est fort probable qu'il a boité durant les 10 dernières années de sa vie. Il devait avoir dans les 80 ans lors de sa disparition. Il aura contracté une grave infection qui lui a été fatale. Il a vécu jusqu'à un âge avancé, mais non sans en payer le prix. Aujourd'hui, Ramsès dort de son sommeil éternel dans une vitrine pressurisée du musée du Caire. Autrefois, il avait commandé la construction de sa magnifique dernière demeure dans la vallée des rois. Le règne de Ramsès II touche à sa fin au bout de 67 ans. On pense qu'il avait plus de 80 ans à sa mort. Beaucoup de spécialistes imaginent que sa disparition a dû être accueilli avec un mélange de tristesse et d'incrédulité. Pour beaucoup, il était le seul roi qu'ils aient jamais connu. Et pendant son règne, le pays avait connu la stabilité. L'Égypte a sans doute atteint son apogée sous le règne de Ramsès II, que ce soit en termes d'aisance matérielle, de bien-être et d'agrandissement de l'Empire. Après lui, la situation est restée stable. Mais quand même, quelque chose était terminé. L'Égypte n'a jamais plus retrouvé cette splendeur. Il y a eu encore de brefs instants de gloire, mais c'était les derniers grands moments de la culture égyptienne. Sa disparition a dû avoir un impact très important. Il avait régné 30 ou 40 ans. Peu de gens avaient connu un autre roi. Une partie de la population était née sous le règne de Ramsès. Leur père avait disparu et le règne de Ramsès avait continué. À la fin de son règne, qui avait connu autre chose? La nouvelle de sa mort a dû être accueillie avec une certaine incrédulité. Peut-être pensait-il lui-même vivre éternellement? Après la mort de Ramsès II, c'est son 13e fils, Merenptah, qui monte sur le trône. Les égyptologues estiment qu'il devait avoir entre 50 et 60 ans quand il commence à diriger l'Empire égyptien. Mais il n'avait pas hérité de la puissance de son père. Merenptah ne règne pas longtemps. Ce qui arrive après sa mort est très intéressant. Il a certainement eu des enfants, mais il y avait aussi les nombreux autres fils et filles de Ramsès. Et il semble qu'il y ait eu des querelles entre les descendants de Merenptah, qui avaient toute légitimité pour accéder au pouvoir, et d'autres branches de la lignée de Ramsès. Et nous pensons que c'est l'un des fils de Ramsès qui l'a emporté. La mort de Ramsès marque la fin d'une période. L'empire puissant dont il a assuré la stabilité pendant des décennies est ébranlé. Ses nombreux enfants se noient dans les problèmes dynastiques. Peut-être ces querelles auraient-elles pu être évitées si le pharaon n'avait pas vécu aussi longtemps. Il enterre au moins 12 de ses enfants avant de mourir à son tour. Lui-même est enseveli dans une tombe connue sous le nom de Kv7, ou Vallée des Rois numéro 7. Malheureusement, l'intérieur de la plupart des tombes a été détruit par les inondations. Aujourd'hui, une équipe française d'archéologues y pratique des fouilles. Ils veulent découvrir de nouvelles informations sur ce roi insaisissable. Pendant que ce groupe continue son travail sur la Kv7, un autre fait sortir de la terre la Kv5, qui pour certains est directement liée à Ramsès II. La Kv5 est découverte en 1825 quand un explorateur du nom de James Burton creuse un tunnel jusqu'à ses premières chambres. Cette tombe, comme la Kv7,
a été gravement endommagée par les inondations. Elle est remplie de gravats. Burton creuse par le sommet et fait des croquis de ce qu'il voit. Un peu plus de 75 ans plus tard, la tombe accueille un autre visiteur, Howard Carter. C'est lui qui découvrira la dernière demeure de Toutankhamon. Pourtant, il décide que la KV5 n'a aucun intérêt et abandonne toute idée de fouille. Elle lui sert de décharge pour ce qu'il extrait d'autres sites. La KV5 reste encore ignorée pendant 85 ans. En 1987, une équipe d'archéologues qui travaille à un projet cartographique commence à dégager les gravats laissés par Carter. Ils s'amoncellent sur près de 4 mètres de hauteur. Et en 1988, les archéologues, utilisant le vide de comble de Burton, avancent à l'intérieur de la KV5. Depuis 6 ans, nous avons commencé à déblayer cette première pièce, puis la seconde pièce, et nous avons découvert que les tombes étaient ornées de scènes importantes historiquement qui montrent Ramsès II présentant ses fils décédés à plusieurs dieux. Nous avons creusé plus profond et nous avons trouvé par terre des chambres, des milliers de poteries, des centaines de pièces de joaillerie, des restes de momies. Cela montre clairement que la tombe a été utilisée pour les fils de Ramsès II. Et au cours de ces 6 années, nous avons retrouvé de plus en plus de noms qui étaient ceux de ses fils. La tombe a bien plus d'importance que ne le pensait James Burton ou Howard Carter. Au cours de l'hiver 1994-1995, les archéologues donnent à leur fouille une autre dimension. Ils creusent dans les débris des inondations et découvrent encore une autre chambre à 16 piliers. Une galerie à l'arrière de la pièce indique qu'il y a encore d'autres choses à découvrir. Le 2 février 1995, après avoir dégagé la galerie, les archéologues n'ont plus besoin du vide de comble pour se mouvoir dans cet espace. Ils peuvent quitter debout la 3e chambre aux 16 piliers et avancer dans la galerie qui s'étend sur 30 mètres. La KV5, comme bien d'autres édifices construits pendant le règne de Ramsès II, est immense. C'est la plus grande tombe de la vallée des rois, peut-être la plus grande de toute l'Égypte. Le plan en est unique. La plupart des tombes ici sont des galeries qui, comme des seringues, sont plantées dans les flancs de la colline. Et puis, c'est comme un labyrinthe, comme une pieuvre avec des tentacules qui vont dans toutes les directions. C'est le premier exemple que nous ayons d'un mausolée familial dans l'histoire égyptienne. Les archéologues sont certains que 4 des fils de Ramsès II sont ensevelis ici. Mais peut-être sont-ils jusqu'à 48. Les experts pensent qu'on peut trouver pourquoi Ramsès a construit cet immense tombeau en regardant la durée de son règne. Il y a comme une façon rationnelle de surveiller ceux de votre famille qui meurent avant vous. Il a vécu si longtemps, 40 ans, 50 ans, qu'il lui a fallu construire un endroit comme celui-ci. La mort était le début de l'après-vie. Donc, quand ils quittaient ce monde, ils entraient dans un autre et en un sens, ils prolongeaient la notoriété de leur famille, leur nom. C'est ainsi qu'ils méritaient l'attention que Ramsès leur portait. Nous commençons seulement à comprendre tout cela. Dans l'avenir, nous en saurons beaucoup plus sur sa famille, grâce à cette incroyable tombe. Les murs de cette tombe dissimulent encore beaucoup de secrets sur Ramsès et sa famille. Mais nous pouvons espérer qu'un jour, la KV5 nous fasse mieux connaître cet homme que nous connaissons sous le nom de Ramsès le Grand.